Bonjour à tous, c'est une vidéo qui s'adresse aujourd'hui aux élèves de 3e 1 et 3e 4, qui est donc la correction du travail que je vous avais donné il y a un peu plus d'une semaine sur le monde depuis les années 90. On est toujours dans notre thème 2, c'était le dernier chapitre du thème 2, après donc avoir vu la guerre froide, après avoir vu la décolonisation et après avoir vu la construction européenne. C'était donc le dernier chapitre sur le monde depuis les années 90, années 2000, c'est-à-dire le monde d'après la guerre froide. C'était cette fiche-là que vous aviez à compléter à partir du livre en particulier. Petite précision, donc nous avons repris les cours pour les élèves de 6e, 5e, donc ça explique pourquoi je vous mets un peu moins de travail ces derniers temps sur Pronote, parce que il faut aussi gérer notre présence au collège avec les élèves de 6e, 5e, et puis en ce qui concerne les 4e, 3e, vous l'avez entendu, on attend des informations sûrement la semaine prochaine pour savoir si vous allez revenir ou pas au collège au mois de juin, et donc de quelle manière vous allez revenir ou pas donc, au collège, si vous revenez ou si on continue ce distanciel. Donc pour l'instant, je vous propose cette correction-là, et ensuite je vous donnerai sur Pronote un travail en géographie, puisque on a fait beaucoup d'histoire pendant ces derniers temps du confinement, et il faut aussi faire un petit peu de géographie, donc je vous donnerai en particulier une vidéo à visionner sur un chapitre de géographie. Donc pour l'instant, ce que je vous propose, c'est que nous reprenions cette fiche-là ensemble, et donc je vous ai mis la correction en couleur en rouge, et je vais vous commenter cette correction. Donc le monde après la fin de la guerre froide. Et donc tout commençait par un petit texte que je vous ai mis en haut à gauche, où on vous parlait en particulier de la guerre qui a été déclarée par les États-Unis à l'Irak en 1991, opération Bouclier du désert, et qui était en fait l'intervention des États-Unis à partir du mois de janvier-février 1991 contre l'Irak. Alors c'est ce qu'on a appelé la guerre du Golfe. Pourquoi cette guerre? Tout simplement parce que l'Irak était une dictature à l'époque gouvernée par Saddam Hussein, et puis que cette région-là, et en particulier le Koweït, qui est un petit pays à côté de l'Irak, c'est un pays dans lequel il y a beaucoup de pétrole, et que c'était donc une ressource que les États-Unis voulaient contrôler. En fait, à la question que vous avez sur Quentin, la toute-puissance des États-Unis, à la question pour quelles raisons les États-Unis sont-ils intervenus en Irak en 1991, pour des raisons politiques, où ils voulaient défendre la démocratie, ils voulaient installer une démocratie en Irak, et puis pour des raisons économiques, avoir un accès facile et à peu cher au pétrole. Qu'est-ce que ça prouve? En fait, pourquoi est-ce que je vous ai mis ce texte-là? Je vous pose cette question. Tout simplement parce que cet événement-là a lieu tout de suite après la guerre froide, tout de suite après la chute du mur de Berlin et la disparition de l'URSS. On est en plein dedans. Tout simplement, ça prouve que pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a un pays qui domine le monde, c'est les États-Unis, qui s'impose comme la superpuissance mondiale, qui, à partir de cette date-là, peut décider seule de où elle intervient, comment elle intervient et pourquoi. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a le concept des États-Unis comme gendarmes du monde qui est en train de se mettre en place. Les États-Unis qui seraient, à partir de ces années 90, le pays qui peut tout contrôler, tout diriger et décider de ce qui se passe dans le monde. Ça a été très critiqué, puisque à partir de cette fin des années, début des années 90, fin de la guerre froide, on a dit que les États-Unis voulaient dominer le monde, voulaient régir le monde, et qu'il y a eu beaucoup d'opposition. On y reviendra après. Donc ça, c'était grand 1. Grand 2, vous aviez donc ici à droite un monde de conflit, la fin de la guerre froide. Curieusement, c'est une période où il y a beaucoup de conflits qui vont se développer. Alors pour quelle raison? Tout simplement parce que justement la guerre froide est finie, et que la guerre froide, c'était une période d'équilibre des puissances. On avait les États-Unis et leurs alliés d'un côté, l'URSS et leurs alliés de l'autre, et ça permettait un équilibre entre les deux puissances qui limitait en fait le nombre de conflits dans le monde, même s'il y en a eu quelques-uns et qu'il y en a eu des violents, on l'a vu dans le chapitre sur la guerre froide. Mais malgré tout, ils étaient plutôt limités grâce à cet équilibre des puissances.
Ce n'est plus le cas à partir des années 90, où même si les États-Unis veulent dominer le monde, ils ne peuvent pas tout contrôler partout, et donc il y a une forme un peu d'anarchie dans le monde, où il y a beaucoup de guerres qui se développent, pour des raisons politiques, économiques, parfois culturelles, parfois ethniques, en Afrique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc des grandes guerres au Soudan, en Irak, également au Rwanda ou en Yougoslavie dans les années 90, avec beaucoup de morts, avec parfois un génocide, comme ça a été le cas au Rwanda, et beaucoup de massacres. Et plus particulièrement, si vous regardez la carte du livre qui est à la page 140-141, dans les régions d'Afrique et du Proche-Orient, pour des raisons politiques, économiques, donc, puisqu'on n'a plus d'équilibre de puissance à partir de ce moment-là, et donc je vous ai mis la fin de la guerre froide, fait des années 90 un monde instable, qui connaît des conflits sanglants qu'aucune puissance ne semble être capable de juguler, de contrôler. C'est ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est-à-dire un monde fait de beaucoup d'instabilité au niveau politique. Ensuite, petit 3, les années 90, le monde depuis les années 90, c'est l'émergence d'un monde multipolaire. Donc multipolaire veut dire plusieurs pôles, et en particulier, on l'a constaté depuis la fin des années 90, début des années 2000, l'émergence des BRICS. Donc les BRICS, B-R-I-C-S, vous l'avez dans le livre à la page 140, la définition dans le livre. C'est un terme qui en fait regroupe B le Brésil, R la Russie, I l'Inde, C la Chine, et entre parenthèses le S c'est la South Africa, donc l'Afrique du Sud, qu'on rajoute parfois ces quatre puissances. Ce sont quatre grands pays émergents, grands pays par la taille, également par leur population, qui depuis une vingtaine d'années essayent de concurrencer les grandes puissances anciennes comme les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, ces grands pays qui dominent politiquement, économiquement le monde depuis 2 siècles, et bien ces pays-là, ces 4 pays émergents, donc ils émergent, c'est-à-dire qu'ils sortent de l'eau en fait. Émerger, ça veut dire qu'ils se développent de plus en plus et qu'ils essayent justement d'affirmer leur puissance, en particulier au niveau économique. Ce sont des pays qui ont des ressources économiques comme le gaz ou le pétrole au Brésil, en Russie, en Inde également. C'est une grande puissance commerciale comme la Chine, c'est une grande puissance agricole par exemple le Brésil. Donc au niveau économique, ce sont des pays très puissants qui justement veulent utiliser cette puissance économique pour être l'égal des autres grandes puissances et essayer de les concurrencer en réclamant un poids politique dans le monde. Pendant très longtemps, il y avait le G7 qui était le regroupement des 7 pays les plus riches du monde. Et bien aujourd'hui, on parle de plus en plus de G20 en mettant également ces pays émergents dans le lot. Donc ils veulent de plus en plus avoir une place au niveau politique en disant si on est des grands pays avec beaucoup de population et des richesses économiques, on doit aussi avoir un poids politique. Alors, ce poids politique, il est quand même assez limité. Donc ça, c'est la dernière question. Quelles sont les limites de cette puissance? Au niveau politique, au niveau culturel, c'est pas des grands pays qui peuvent encore avoir une grande influence au niveau mondial, malgré des avancées. Et c'est des pays qui essayent de plus en plus d'avoir un poids au niveau politique et culturel dans le monde. Par exemple, on peut prendre l'exemple des grands événements sportifs de ces 20 dernières années qui, pendant très longtemps, avaient lieu dans les pays riches et développés, comme l'Europe de l'Ouest ou les États-Unis, et qui, depuis une vingtaine d'années, sont de plus en plus dans ces pays émergents. Si vous regardez, il y a eu les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde au Brésil, la Coupe du Monde en Russie, les Jeux Olympiques en Chine, la Coupe du Monde aussi en Afrique du Sud, de foot, donc, et puis d'autres événements aussi culturels, etc. Ça veut dire que ces pays-là essayent de plus en plus de faire jouer leur influence pour peser un poids important dans le monde. Donc ça, c'est l'apparition d'un monde multipolaire qui va justement venir contredire ou s'opposer à la toute-puissance des États-Unis. Ça crée parfois des tensions, c'est le cas entre les États-Unis ou la Chine depuis quelques années déjà, vous en avez entendu parler. C'est pas vraiment notre sujet parce que le sujet c'est les années 90, début 2000, donc on n'est pas dans l'actualité de ces dernières années. Et enfin, le monde depuis les années 90, ce sont de nouvelles menaces qui apparaissent, et en particulier les menaces des attentats. Donc les plus célèbres de ces attentats, tristement célèbres, c'est ceux du 11 septembre 2001 à New York. Vous avez une photo dans le livre, c'est des événements qui ont énormément marqué les gens qui les ont connus, c'est-à-dire pas vous, mais si vous en dites un mot à vos parents, ils se souviendront forcément de ce qu'ils faisaient, où ils étaient au moment où les avions sont rentrés dans une tour jumelle à New York. Donc ça a énormément marqué les gens. L'origine, c'est des groupes islamistes radicaux, et en particulier Al-Qaïda, qui voulaient critiquer la toute-puissance américaine, la volonté de dominer le monde des États-Unis, en leur montrant qu'ils étaient aussi capables de les toucher.
pas dans des guerres traditionnelles, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins aujourd'hui de guerres d'une armée contre une autre, mais on a des petits groupes qui essayent de lutter contre la toute-puissance des grands pays traditionnels en luttant de manière différente, et les attentats sont un moyen de faire la guerre avec, quand on est une puissance moins forte, eh bien on peut également toucher les grandes puissances, par exemple par les attentats, ce qu'on ne pourrait pas faire avec une armée, d'autant plus que ces groupes radicaux ne sont en général pas des groupes qui sont affiliés à un pays, mais qui sont plutôt regroupés dans, voilà, qui sont des petits groupuscules qui sont dans plusieurs pays différents. Alors, réaction des États-Unis à ce moment-là, au moment des attentats du 11 septembre 2001, ils ont riposté en attaquant l'Irak, qui n'avait rien à voir en fait dans l'histoire, mais ils voulaient attaquer un pays pour montrer qu'ils étaient une grande puissance et qu'ils étaient capables de riposter et qu'ils n'allaient pas se faire avoir, quoi. Et ça a posé la question, et c'était ma dernière question, de la place que les États-Unis imaginent dans le monde, c'est-à-dire que depuis la fin de la guerre froide, ils étaient persuadés qu'ils étaient la seule puissance à dominer le monde, et ils se rendent compte que là, ils sont concurrencés par les BRICS au niveau politique économique, et puis par des attentats et certains groupuscules au niveau militaire, et ils ont eu du mal à comprendre justement que le monde avait changé et qu'ils ne pouvaient plus être le seul pays à contrôler le monde. Ils ont mis du temps à le comprendre, mais depuis quelques années, la vision justement du monde a changé du côté des Américains. Rappelez-vous, on avait beaucoup parlé du slogan de Trump qui disait America First, donc d'abord et avant tout les États-Unis, et puis on va s'occuper moins de ce qui se passe dans le monde. Donc effectivement, les États-Unis ont compris qu'ils ne pouvaient plus et ne voulaient plus être la puissance qui régissait le monde. Après, ça pose un problème, c'est que parfois on leur reproche l'inverse, on n'est jamais content, parce que quand il y a parfois une guerre dans un pays ou des massacres, on demande aux États-Unis d'intervenir en leur disant vous êtes une grande puissance, vous êtes la grande puissance, c'est à vous d'aller intervenir. Et là, les Américains disent faut savoir, quand on intervient, vous dites qu'on intervient trop et qu'il faut pas qu'on veuille dominer le monde, et puis quand on n'intervient pas, c'est vous qui nous demandez d'intervenir. Donc c'est toujours cette position-là au niveau des États-Unis. Mais en tout cas, voilà la façon de voir le monde des États-Unis qui a donc changé sur les 20-30 dernières années depuis la fin de la guerre froide, puisque ça fait maintenant 30 ans que la guerre froide est terminée. Bon, c'était juste un petit truc en plus, une petite parenthèse en plus, parce que c'était pas vraiment d'un autre sujet, mais voilà, sur le monde depuis les années 90, et à partir de cette fiche-là, eh bien, vous avez terminé tout ce gros thème numéro 2 d'histoire sur le monde depuis les années, sur le monde depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale de 45 donc jusqu'aux années 2000. Il nous reste à faire d'ici la fin de l'année un dernier grand thème d'histoire qui sera sur la France, et puis un dernier grand thème de géographie sur la France et l'Union européenne dans le monde. Et donc je vous propose, et je vais vous mettre ça, que le prochain chapitre, ça sera de la géographie, et je vais vous donner un travail à faire donc en géographie pour les prochains jours. Voilà, donc pour l'instant je vous laisse prendre cette correction, et je vous dis bon courage à tous et à bientôt.